Bonjour et bienvenue dans À travers le projecteur, le podcast où chaque invité nous partage son film préféré. Vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast dans toutes les plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud et même bien sûr YouTube. Je suis toujours et encore Cinétouga et aujourd'hui je serai accompagné d'un invité que j'affectionne particulièrement. Il s'agit nul autre que de Le Chant du Film. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est que j'accepte avec grand plaisir. Ça fait plaisir déjà que tu as accepté cette invitation et de nous rejoindre dans À travers le projecteur pour parler de ton film préféré. Mais d'abord, peux-tu te présenter un petit peu pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas ? Eh ben écoute, donc je m'appelle Dimitri, auteur de la chaîne, plutôt de la page Instagram et TikTok Le Chant du Film. Alors auparavant, Dimi Review. J'ai laissé à l'abandon très longtemps. J'ai été pendant 2 ans la personne peut-être la moins régulière possible sur les réseaux et j'ai repris Le Chant du Film très intensivement avec environ une vidéo tous les 2 jours depuis environ le mois de décembre. Qu'est-ce que ça parle un petit peu de tes vidéos là sur Le Chant du Film ? Ça parle de quoi ? Alors, j'ai plusieurs formats, donc j'ai la critique de films, séries et jeux vidéo. J'ai aussi les POV, donc où je me mets dans la peau soit d'un producteur, soit d'un réalisateur, soit d'un personnage du film. Alors, en général, quand je me mets dans la peau d'un producteur, c'est souvent Warner ou Disney. Voilà, je suis un petit peu taquin avec eux. Vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Est-ce que c'est pas bien de taquiner un petit peu les producteurs des fois ? Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien quand même un petit peu des fois parce qu'on sait un petit peu comment ils sont. C'est pas toujours radieux en tout cas. Mais moi j'aime bien ces vidéos-là de POV. Moi je prends une petite franche de rigolade à chaque fois quand je regarde ces petites vidéos. Moi ça me fait plaisir, ça me fait rire. Et donc voilà. Et ben merci. Et j'ai 2 autres formats que j'ai lancés assez récemment. Donc le débat. Donc actuellement j'ai qu'un seul une seule vidéo du débat qui est disponible. Et j'ai lancé tout récemment mon tout dernier format VO et VF. Parce que je suis pas quelqu'un qui affectionne particulièrement la version française. Mais je cherchais un format où je pouvais vraiment parler de la différence entre une VO et une VF, mais tout en étant très respectueux avec des arguments vraiment objectifs. Et j'ai trouvé un format qui me correspond plutôt pas mal. Et ben, c'est très intéressant puisque je pense qu'on va reparler un peu de cette VO et de cette VF. Et dans l'épisode de Gladiator, qui est ton film préféré, je spoil un petit peu, voilà. Mais voilà, c'est ton film préféré, Gladiator, et il faut quand même, on va quand même parler de cette vidéo et de CVF parce que j'ai des choses à dire à ce niveau-là. Donc, pour présenter un petit peu, bien sûr, Gladiator, réalisé par Ridley Scott, sorti en l'an 2000 et nous raconte l'histoire du général romain Maximus, le plus fidèle soutien de l'empereur Marc Aurèle, qui l'a conduit à de nombreuses victoires, mais Commode, le fils de l'empereur, est lui jaloux du prestige de Maximus et encore plus de l'amour qu'il lui voue à l'empereur. Alors il s'arrogue brutalement le pouvoir, puis ordonne l'arrestation du général et son exécution. Mais Maximus échappe à ses assaillants, mais suite à divers péripéties que nous ne allons pas trop en parler, il est capturé par un marchand d'esclaves et devient ainsi gladiateur. Donc voilà, c'est le résumé du film Gladiator. On précise bien sûr que c'est le premier, le 2 est sorti il n'y a pas si longtemps. Je pense qu'on va un petit peu parler aussi de ça, mais un peu après. Ouais. Parce que j'ai des choses à dire aussi. J'en ai gros sur la patate. Hein, voilà, il faut le savoir. Je te comprends. Mais là, il faut qu'on se concentre sur Gladiator 1. Première question, bien sûr, que je pose à tous mes invités. Pourquoi ce film, en particulier, est ton film préféré ? Alors, avant peut-être de répondre à cette question, peut-être qu'on va préciser que en amont tous les deux on avait discuté et que moi c'était très sévère entre Gladiator et Le Seigneur des Anneaux. Sauf qu'on s'était dit que je suis incapable de dissocier les 3 films et que pour moi c'est une seule et même œuvre. Voilà, c'est vraiment 3 films qui racontent une seule et même histoire. Et donc pour pas que ce podcast dure 5 heures, on a pris Gladiator. Il est bien sûr mon film préféré, mais c'est vraiment à égalité avec Le Seigneur des Anneaux. Pourquoi c'est mon film préféré ? Déjà, je pense que c'est l'un des films que je peux vraiment revoir le plus en boucle. Enfin vraiment, je ne m'en lâche jamais. Là, je le revois en ciné-concert dans un mois à la Villette. Ça va être absolument extraordinaire. Quelle folie, hein. Quelle folie. Ouais, je l'ai déjà vu en plus. Là, j'y retourne pour te dire à quel point même je suis prêt à mettre de l'argent pour ce film. La BO de Hans Zimmer. Peut-être l'une des meilleures bandes-son de l'histoire du cinéma. Peut-être, et ça on va en parler. On en parlera surtout quand on parlera du 2.
Ouh là de là la là bande là son là du- là du- là, ah là là, ça, c'est quelque chose aussi. Et non, et puis surtout, vraiment, je trouve que l'histoire est absolument extraordinaire. Maximus, personnage d'anthologie, la fameuse scène du Colisée que je ne spoilerai pas, l'une des plus grandes scènes de toute l'histoire du cinéma pour moi. Non, non, c'est vraiment un film que je considère extraordinaire, qui n'a pas pris une ride, même encore aujourd'hui. Absolument intemporel. Le 2, je pense, vieillira beaucoup plus rapidement que le premier Gladiator. Mhm. Et non, c'est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, peut-être le meilleur film de Ridley Scott, à voir avec Alien. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait justement que ce film ne prend pas une ride d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait sa beauté? Qu'est-ce qui fait justement quelle est la puissance de ce film pour pas qu'il prenne une ride en fait? Je pense qu'il y a quand même pas mal de facteurs. L'un des plus importants, je dirais que c'est un film qui date de 2000. Les blockbusters dans ces années-là, il y en avait beaucoup moins. Et les réalisateurs avaient, beaucoup plus de temps pour travailler au plus possible leurs œuvres. Et peut-être que les producteurs étaient aussi moins insistants de faire les choses à la va-vite à l'époque. Il y a ça, puis Ridley Scott aussi, bon bah forcément, maintenant, si on compare aujourd'hui avec un film de Ridley Scott, on voit quand même que c'est un monsieur qui vieillit et qui se précipite entre guillemets pour faire ses films, ce qu'il veut faire le plus, il veut raconter le plus d'histoires possible avant de passer l'arme à gauche. Ce qui est raconté directement par ses équipes techniques, qui voient lui-même qui voit une précipitation de la part du réalisateur, une fainéantise, je cite leurs mots. Voilà, donc à ce point-là, je pense aussi un détail qui est très important, c'est l'histoire, les thèmes qui sont encore très actuels même aujourd'hui. Ça parle de vengeance, ça parle d'avidité, de corruption, j'ai pas envie forcément de parler de gloire, mais plus d'acceptation. Ça parle évidemment aussi de pouvoir, la musique. Je pense que si on devait parler d'un des points de ce qui rend Gladiator intemporel, c'est la musique de Hans Zimmer. Mhm. Et même la mise en scène, la façon dont l'image raconte l'histoire. Et finalement, c'est Gladiator, c'est un de ces films, quand tu le vois aujourd'hui, t'as pas l'impression que c'est un film qui date de 2000. Tu l'as, parce que avec le grain de l'image, tu vois que c'est pas une œuvre qui a été filmée avec les caméras d'aujourd'hui. Mais tu refilmerais Gladiator exactement tel que le film existe, avec une caméra IMAX, on se dirait, waouh, c'est un super film de 2025. Voilà. C'est assez impressionnant et c'est aussi un effet que j'ai aussi avec pas mal des blockbusters des années 2000. C'est que ces blockbusters-là, j'ai l'impression, sont beaucoup plus soignés que les blockbusters d'aujourd'hui, des années 2010 notamment, 2020. On a l'impression qu'il y a une vraie patience qui a été mise dans ces films-là, dont Gladiator en fait partie, c'est l'un des premiers. Mais voilà, même pour citer, tu vois, on fait une comparaison, mais même avec les films de super-héros, les blockbusters des années 2000 sont quand même plus soignés que ceux d'aujourd'hui. Donc, comme tu l'as bien étayé, je pense qu'il y a surtout cet aspect de précipitation, de recherche à tout prix, de succès, alors que justement, l'objet premier d'un film est de faire le meilleur film possible, même si ça prend beaucoup de temps. Et je pense que Gladiator, en fait, a su prendre énormément son temps. Et comme tu l'as extrêmement bien dit, il a des thèmes assez universels que tout le monde peut s'identifier assez facilement. D'ailleurs, comment t'avais vu ce film pour la première fois? Quelle a été l'expérience vécue de cette toute première fois quand t'as vu le film? Alors, je l'ai vu à la télé. J'ai vu à la télé en DVD. Non, enfin, je l'ai vu en DVD pour être précis. Un DVD que j'ai d'ailleurs en face de moi, à côté du 4K. D'ailleurs, tiens, je les ai mis côte à côte. Voilà, je l'ai toujours vu à la télé. Et la première fois que je l'ai vu au cinéma, c'était au Grand Rex, il me semble, quand ils l'ont diffusé en grand large. Mm-hmm. Il y a 3 ans. Je pense. C'était la première fois que je voyais Gladiator au cinéma. C'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment une expérience absolument phénoménale. C'est vraiment, moi vraiment, je me bats depuis des années pour dire aux gens d'aller au cinéma que de voir un film en salle, c'est pas du tout la même expérience que de voir un film à la télé. Et Gladiator en fait partie, quoi. Voir Gladiator sur sa télé et Gladiator en salle, c'est une expérience extraordinaire. Mais pareil, encore une fois, le son et la musique, ils sont pour beaucoup. Oui, complètement. Comme tu le dis si bien, aller voir les films au cinéma, ça n'a pas la même saveur, notamment en termes du son, de la musique, de Hans Zimmer. Ça, on va le répéter assez souvent, je pense, pendant l'épisode. Oui. L'expérience n'est absolument pas la même quand vous êtes au cinéma. Vous êtes envahi justement par le son qui est en 360 quasiment, c'est en stéréo, c'est en 360, vous êtes envahi que par du son, avec l'image derrière qui pète, avec cet écran immense où vous voyez tous les petits détails justement qui font que justement le film est assez
exceptionnel. D'ailleurs, tout comme toi, hein, voilà, moi aussi j'ai beaucoup poncé le film. Hein. C'est un film que j'adore énormément, que j'ai vu aussi à la télé la première fois en version normale, en version longue, parce qu'il y a une version longue de ce film, de Gladiator. Avec ma mère, hein, qui est une immense fan des péplums et qui est d'ailleurs son film préféré aussi, Gladiator. Donc bravo, tu partages un point commun. Bravo. Mais c'est un film qui me marque aussi énormément du fait que voilà, à chaque fois qu'il y a Gladiator à la télé ou qu'on l'a en DVD, c'est un passage obligé, on se le regarde tout le temps et on prend un plaisir monstre à chaque fois à le regarder, puisque ce film, on ne s'ennuie pas hein, devant. Il n'y a aucun ennui en regardant ce film, alors que ce film dure quand même 2h30, la version de base, je parle. La version de base, quand même, dure 2h30. Je n'ai pas l'impression qu'il dure 2h30. Pour moi, c'est même pas un film qui dure 2 heures dans mon esprit à moi. La version longue dure 3 heures. On va peut-être en reparler un petit peu dans une toute petite partie de la version longue. Mais en tout cas, ce film, en tout cas, m'a marqué aussi, tout comme toi. Hein, c'est un de mes films. C'est plus un comfort movie, voilà. C'est plus mon film de. Voilà, il me fait passer des bons moments, justement, avec. Les scènes de combat qui sont incroyables, déjà dans l'arène du Colisée, qui est gigantesque, qui est magnifique. Vraiment. L'affrontement, enfin la reconstitution du combat contre les barbares, c'est l'une des plus grandes scènes de bataille pour moi. Elle est magnifique. Qui existe en fait, avec la musique, les chariots, on voit vraiment le leadership de Maximus qui est. Moi, je pense que il est à son prime avec cette scène et la scène qui arrive ensuite. On en reparlera peut-être après en essayant de spoiler le moins possible de cette scène-là. Oui, alors après, je pense quand même que les gens ont pas mal vu Gladiator, hein, et même ceux qui ont vu Gladiator 2, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été reprises du premier film. Oui, bien sûr. Voilà, sans en dire plus. Mais c'est clair que voilà, Gladiator reste pour moi un monument du péplum, hein, en tout cas moderne. Il est pour moi la meilleure représentation hein, du péplum moderne. Gladiator, on n'a jamais eu mieux depuis. C'est même d'ailleurs ce film qui a redynamisé le péplum. Hein, sans lui, on n'aurait jamais eu des films comme 3, comme 300. J'en ai 10 000 par exemple. Il n'y en a pas des masses. Après, il n'y en a pas des masses, puisqu'il est aussi intéressant et triste aussi d'un côté, c'est que le meilleur péplum qu'on a eu depuis Gladiator, je trouve que c'est Gladiator 2. Qui est sorti 25 ans plus tard et réalisé par la même personne. Moi, je suis pas sûr. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Non, voilà. Je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Moi, j'aurais plutôt mis 300, mais dedans. Gladiator 2, on va y revenir. Mais bon, là, on parle de Gladiator. D'ailleurs, en parlant de Gladiator, comme bon, t'as répondu à une de mes questions, c'est l'un de tes films. C'est ton film préféré de Gladiator. Tu m'as parlé aussi d'autres de ces films, comme Alien, par exemple, que tu le considères aussi comme un chef-d'œuvre qui est juste un peu en dessous. Qu'est-ce que tu penses de ces autres films, de sa filmographie? Qu'est-ce que ça t'attire en fait? Alors Ridley Scott, humainement, il vire de plus en plus vers la misanthropie, mais c'est quelqu'un que je trouve quand même assez fascinant, même parce que t'as pas beaucoup de réalisateurs dont la personnalité et les opinions, enfin la vision de la vie se retranscrivent vraiment dans ses films. Et je trouve que Ridley Scott, ses films ont évolué en même temps que sa personnalité. Par exemple, je vais te donner un détail, quand tu regardes Tu ne tueras point et que tu sais que c'est Mel Gibson derrière, tu retrouves pas la personnalité de Mel Gibson tel qu'il se présente à nous dans la vraie vie, dans son film. Je sais pas si je suis clair ou... Non, moi, je vois. Et quand tu vois Ridley Scott, je trouve que t'as tu sens que c'est quelqu'un qui trouve les êtres humains globalement stupides. Ça, on peut le dire. Et c'est quelqu'un qui est misanthrope et qui, au fil du temps, trouve énormément de défauts au genre humain. Et quand on voit ses derniers films, par exemple, Le Dernier Duel, que j'ai trouvé extraordinaire, Gucci, qui n'a pas été apprécié par tout le monde, mais que moi j'ai trouvé très, très sympa. Est-ce qu'il a fait un film entre Gucci et Gladiator 2 ? Oui, il en a fait un, il me semble. Je crois qu'il. Je vais vérifier ça. On va vérifier ça tous ensemble pour être sûr. Entre Gucci et Gladiator, Napoléon.
Napoléon, tout simplement. Ah bah voilà, Oui. bon, Napoléon que j'ai absolument détesté. C'est peut-être pour ça que je ne m'en souvenais pas. Tu l'as mis un peu aux oubliettes. Voilà, même voilà, pareil, là, c'est sa vision de Napoléon très négative finalement, et même sa représentation des humains de manière générale dans le film. Ridley Scott, donc voilà, donc ça c'était vraiment pour la partie personnelle, je trouve, de l'auteur qui a évolué ou régressé, ça c'est selon le point de vue. Mais voilà, ces films ont évolué avec lui, mais globalement c'est quand même un des plus grands réalisateurs de tous les temps. C'est un mec quand même qui a fait, qui a construit Alien, qui a fait le premier Blade Runner, que les gens aiment ou n'aiment pas, mais c'est quand même une œuvre de la science-fiction qui est extrêmement importante, qui a fait qui a Gladiator, qui a... Thelma et Bon, il est Louise. revenu après. Thelma et Ouais, Louise, voilà. que je cite là-dedans. Black Hawk Down, que j'aime beaucoup aussi. Et surtout, et même si les gens leur trouvent beaucoup de défauts, c'est quand même un faiseur d'images et un maître de l'ambiance, je trouve, exceptionnel. Et quand on regarde Prometheus et Alien Covenant, Prometheus, il a des choses absolument... je trouve qu'il a d'immenses qualités, même si je trouve le film particulièrement chiant, mais ça reste un excellent, l'ambiance de Prometheus est géniale, et je trouve que Ridley Scott a une force inouïe, qui s'est peut-être un petit peu perdu au fil du temps et que je retrouve pas du tout dans Gladiator 2, mais c'est quelqu'un qui soigne énormément sa caractérisation de personnage. Mmh. Je vois un peu le show. Bah, on va en parler de ces personnages, la caractérisation de ces personnages, notamment Commode, qui est un peu, je pense, l'exemple que tout le monde un peu crie là derrière son écran, ceux qui m'écoutent. Ouais. Voilà, Commode est un peu le personnage qu'on pense quand on pense de caractérisation de personnage, notamment de Ridley Scott. Alors c'est pas lui que je pense en premier, étonnamment. Moi je pense à lui en tout cas. Moi, je sais pas je sais pas qui tu penses en premier. Alors moi je pense à David de Prometheus et de Alien Covenant. Je trouve que les premières minutes, la première fois qu'on voit David à l'écran, voilà, c'est vraiment le show dont tel par excellence. On apprend tout ce qu'on doit savoir sur David, et il y a des foreshadowing absolument géniales sur ce qu'il va devenir après dans ce film-là et dans le prochain film. Et le film, juste, il nous le montre. C'est un petit peu cryptique, mais voilà, si vous avez vu Prometheus et Alien Covenant et que vous revoyez la première apparition de David, ces 5 premières minutes, tout est là. Et on va ajouter au fait que c'est peut-être la meilleure performance de Michael Fassbender. Avec Steve Jobs. Je dirais pas ça non plus. Je vais pas rejoindre tout à fait cet avis. Même si, bon, il est pas mal, Fassbender, dans Prometheus, mais je le trouve pas que c'est son meilleur rôle. Loin de là. Il y a quand même Shame avant, je dirais. Il y a quand même 12 Years of Slave avant. Bon, voilà. Ouais, oui, donc après, c'est un acteur extraordinaire, Michael Fassbender. Très bien. Très bien à ce niveau-là. En tout cas, bon, on connaît Ridley Scott, il soigne complètement ses personnages, il soigne aussi son esthétique. Une esthétique qui est assez léchée dans Gladiator 1, notamment, voilà, on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, le Colisée, mais pas que le Colisée, les scènes de bataille, les scènes de combat sont assez folles, les différents décors aussi qu'il peut y avoir, notamment au moment où ils vont marcher aux esclaves. On est vraiment dans l'univers de la Rome antique, voilà, on est en 100 après Jésus-Christ. Bah, on est dans la période justement où Marc Aurèle est empereur. D'ailleurs, il faut qu'on parle, parce qu'on a parlé un tout petit peu de Napoléon, et qui est revenu un peu au devant de la scène, notamment pour son aspect un peu historique, qui n'est pas tout à fait exact, on va dire. Les gens critiquent énormément Ridley Scott sur le fait que c'est un péplum certes, mais ça respecte pas tout à fait l'histoire. Oui, complètement, je suis assez d'accord là-dessus. Il respecte pas trop l'histoire, mais c'est quand même dans un cadre historique qui est réel, qui existait réellement. On a bien Commode, on a bien Marc Aurèle. Bon, Maximus n'a jamais existé. Petite info, Maximus n'a jamais existé. Le personnage de Maximus joué par Russell Crowe n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de général qui est devenu gladiateur et qui est devenu esclave puis gladiateur et qui a tué Commode. C'est un peu plus différent que ça. Commode s'est fait tuer par sa maîtresse. Bon, voilà, c'est un peu différent, même si on reconnaît pas mal des attraits de Commode, et qui sont assez historiquement vrais. Même Marc Aurèle, qui est joué par Richard Harris, qui voilà, sont très représentatifs et qui sont assez historiquement corrects. La plupart des choses qui sont présentées dans le film sont assez historiquement correctes. Donc déjà, une critique que je dirais des gens qui disent que le film n'est pas trop historiquement correct, c'est assez réducteur, puisqu'il y a quand même une grosse partie qui est quand même assez vérifiable, qui est juste. Mais bon,
Après, oui, et puis on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est une fiction inspirée d'une période réelle avec des personnages. C'est un petit peu comme dire qu'Assassin's Creed, c'est pas. C'est vraiment les gens qui disent que je sais pas si tu joues un petit peu aux jeux vidéo, mais c'est les gens qui disent qu'Assassin's Creed c'est pas réel. Oui, voilà. C'est exactement pareil. C'est une fiction dans un univers, dans une période historique qui a vraiment existé. Et ce qui est génial, c'est que d'ailleurs Ridley Scott, comme il en a eu marre qu'on lui reproche ça, il a fait exprès de foutre des anachronismes partout dans Gladiator 2. Putain, et oui, ça c'est vrai ça. Bah là, les gens ils ont dû bien se marrer à ce niveau-là, mais c'est un peu de leur faute. Voilà, moi je dis ça, c'est un peu de leur faute quand même à ce niveau-là, parce que ce qui est bien justement avec Gladiator, c'est que il ne se bride pas dans l'historiquement correct. Ah, voilà, il ouvre ses pensées, il ouvre de nouvelles dimensions justement, ce qui fait aussi toute sa beauté, et pouvoir créer voilà derrière des thèmes qui sont plus universels, qui sont plus contemporains aussi, qui permet justement ce mélange assez harmonieux et magnifique que donne le résultat final de Gladiator, notamment sur la vengeance, la politique, la corruption, comme tu as pu si bien le dire. En tout cas, il faut qu'on parle quand même aussi de comment Gladiator a eu cet effet-là. On a un petit peu parlé, c'est l'effet Gladiator Effect, hein. Après le succès qu'il a eu en salle et ses Oscars qu'il a gagnés, il en a gagné 5 quand même, c'est pas déconnant. Meilleur film, meilleur acteur avec Russell Crowe, meilleur effet visuel, meilleur costume et meilleur mixage son. Il aurait peut-être pu gagner la musique aussi, mais malheureusement il l'a pas pu. Triste à ce niveau-là. Bon, mais bon, tout mérité, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais Gladiator a gagné encore quelque chose en plus, il a gagné un effet qui restait, hein, bien sûr, voilà, c'est l'effet historique, l'effet Peplum qui est revenu dans le devant de la scène grâce à lui, qui a redynamisé tout cet aspect historique qui n'a pas eu été mis au goût du jour pendant une quarantaine d'années. Enfin, le Peplum était quand même assez présent dans les années 60, 50, 60, 70. Puis avec le Spartacus il y a eu le Spartacus de Kubrick, peut-être qu'on peut considérer comme le plus connu avant Gladiator. Et après, il y a Ben-Hur avant, que je mettrais dedans. Voilà, c'est un peu les deux institutions. Ouais. Mais Gladiator se met vraiment dans cette lignée-là de films qui ont marqué et personne n'a réussi depuis. Voilà, c'est assez triste à ce niveau-là, c'est que personne n'a réussi à titiller ce que fait que Gladiator marche. Et je pense qu'en réalité, pour qu'un film Peplum marche, et ben justement, comme on l'a dit, il faut un peu sortir des sentiers historiques. À ce niveau-là, c'est indispensable. C'est un peu indispensable à ce niveau-là, mais ce que Ridley Scott propose, c'est qu'il arrive en fait à mélanger parfaitement le réel de la fiction, que comme des films comme 3 par exemple, qui est arrivé quelques années après, bon, lui s'est vraiment démarqué assez sévèrement de l'histoire originelle de la bataille de Troie, qui est un super film, moi j'aime bien aussi. J'ai un peu de mal avec, plus je vois le film, plus j'ai du mal avec, mais notamment autour des scènes notamment avec les scènes de bataille que je trouve vraiment surcotées, sauf le combat contre Achille et Hector. Ah, Achille et Hector, c'est fantastique, ça, par contre. Ce combat est fantastique. Mais voilà, et après, voilà, on a cité 300, 10 000, Exodus aussi. Bref, il y en a pas mal, mais personne n'a réussi à toucher la grandeur de Gladiator. Qu'est-ce qui fait pour toi que Gladiator a réussi là où les autres ont échoué, justement ? Ça c'est une très bonne question. Je pense que après parfois il suffit pas de grand chose pour qu'un film cartonne et un autre non. Voilà, il y a peut-être des films. Alors 300, bon, je les aime bien. Après, c'est vraiment un ensemble de choses. Après Gladiator, il rassemble tout ce qui fait d'un chef-d'œuvre un chef-d'œuvre, quoi. C'est-à-dire, même si on parle de 300, bon bah il faut aimer par exemple 300. Si t'aimes pas le style de Zack Snyder, c'est insupportable. Par exemple, Gladiator. Bon bah si t'aimes pas le film de Ridley Scott, c'est que t'aimes pas le cinéma. Non, je rigole, non, je vais pas être aussi, je vais pas donner un avis aussi cash, mais tu vois un petit peu l'idée. Il y a beaucoup moins de choses à reprocher à Gladiator que tu pourrais reprocher un petit peu tous les péplums qui ont essayé de suivre, et il y en a pas des masses finalement, tu vois. 3, le problème de 3, c'est que pareil, lui il s'inspire vraiment d'un véritable écrit, et en plus il s'en éloigne vachement parce qu'il résume une guerre de 10 ans. On va partir que de la guerre sur le terrain en quelques jours. Donc déjà, je pense qu'historiquement, il y a des gens qui ont dû gueuler, même si gueuler sur un récit écrit, bon. C'est compliqué à chaque fois, mais bon, il faut toujours se démarquer de l'œuvre. Moi, je le dis toujours, il faut toujours se démarquer un peu de l'œuvre écrite, justement, parce que sinon, on
propose rien quasiment. Hein. C'est assez triste. Ah oui, c'est ça. Ouais. Puis non, c'est assez. C'est juste vraiment. Je vais pas chercher une réponse forcément trop complexe et partir trop loin. Moi, je pense surtout que Gladiator, il se démarque parce qu'il est parfait. Et que à ce jour, c'est le seul exemple de péplum parfait que je suis capable de citer. C'est peut-être aussi simple que ça. Honnêtement, en cherchant loin, je suis incapable de trouver. Le seul défaut à Gladiator, c'est que maintenant il a une suite. Ah oui. Alors ça, tu vois, c'est complètement vrai parce que je trouve que on dénature un peu ce qu'a réussi Gladiator avec Gladiator 2. Mais bon, Gladiator 2, on le laisse vraiment à part pour la fin. Parce que vous allez voir que quand on va parler de Gladiator 2, vous allez voir que tout va s'impliquer et ça c'est flagrant. Voilà. Les choses à dire. Mais c'est clair que c'est un film qui peut s'apparenter quasiment à un film parfait. Moi, je mettrais Ben-Hur aussi dans la même catégorie. Mais bon. Voilà, Ben-Hur, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc il faudrait que je le revoie. Bon, je l'ai pas vu, je l'ai vu il y a pas si longtemps. C'est un film exceptionnel quand même, Ben-Hur pour le coup. Mais voilà, il est dans la même catégorie que Gladiator. Il faut quand même qu'on parle aussi, voilà, on a parlé du fait que voilà, Gladiator c'est quand même extraordinaire. Il faut qu'on parle un peu des personnages. On n'a pas trop parlé des acteurs, des personnages qui interprètent. Russell Crowe en tant que Maximus, quel choix fantastique. Je le répète. Absolument. Il est vraiment. D'ailleurs, alors lui, il trouvait ses répliques, je sais pas si tu es au courant, il trouvait ses répliques stupides. Pas toutes, mais par exemple, il a dit à Ridley Scott, la scène où je me retourne et que je dis j'aurai cette vengeance dans cette vie et dans l'autre, il a dit cette réplique elle est nulle, et comme je suis un acteur absolument génial, j'ai réussi à te la rendre bien. Oui, voilà, alors c'est vrai que Russell Crowe dans ce film est dans le tournage en tout cas, est assez imbu de lui-même dans le sens où il aime bien rajouter pas mal de petites choses. Ah, mais ça c'est de la merde, t'inquiète pas, laisse-moi faire, je vais te faire la chose en mieux. Bon, il a eu raison. Pour le coup, il y a un autre exemple qui est très connu. Attention, je vais un petit peu spoiler. Alerte, spoiler. Il faut qu'on parle quand même de la scène de la mort de sa femme et de son fils. Son fils unique. Son fils unique. Pardon. Oui, mais ça, faut qu'on en reparle. Parce que bon, ça, de son fils unique. Merci de le préciser, ça fait très plaisir en tout cas. De son fils unique, tout de pendu, devant chez lui, où, à la base, dans le script originel, Russell Crowe devait juste rester là, planté comme un piquet devant, et rien faire d'autre. Il s'est dit, non, laisse-moi faire, laisse-moi cook. Je vais improviser justement le baiser dans les pieds qui est déchirant. Vraiment. Avec la bave et tout, vraiment. Avec la bave, là, tu sens que... Là, si vous n'étiez pas dans le train Russell Crowe dans le film, là, mais cette scène change tout. Vraiment. Elle encapsule vraiment toute la souffrance de Maximus, la peine qu'il peut y avoir, enfin la trahison qu'il a eue, etc. Enfin bref, tout est parfait. Puis avec le sang de Lisa Gérard qui est derrière. Avec voilà le chant et avec la petite musique derrière de Hans Zimmer qui rajoute vraiment cet effet-là. Bon, allez, c'est bon. Tu m'as happé. Et là, on est qu'à 40 minutes de film. Il en reste encore 2 heures. Il en reste encore 1h50. Allez voir qu'il y en aura d'autres des scènes où vous allez un peu chialer. Bon, moi j'ai un peu chialé dans cette scène. Vous allez voir qu'il y en a d'autres aussi. Mais Russell Crowe, immense acteur dans ce film. Hein, vraiment, pour moi, il a atteint son apogée ici. Avec Gladiator, largement. C'est le rôle de sa vie, hein, Gladiator. Ah oui, complètement. Là, il a donné vraiment toute son âme, il a donné dedans. Maintenant, il s'éclate à faire le papa de Craven et à faire un chauffard enragé qui veut tuer une femme et son fils. Donc, voilà. Ou un prêtre qui exorciste. Oui, bon, voilà. Après, il s'éclate, il s'amuse. Après maintenant, je l'aimais bien dans Nice Guys avec Ryan Gosling. Moi, j'attends un deuxième. Hein. Mais voilà. J'ai peur aussi, mais je ne pense pas que. Je pense que Shane Black. Je pense que le non-succès absolu de The Predator a pas mal freiné sa carrière, malheureusement. Et ça me fait un peu chier. The Nice Guys 2, j'espère. Mais bon, j'espère que ça reviendra quand même. Mais bon, c'est vrai que Russell Crowe, voilà, Gladiator, c'est vraiment son pic dans sa carrière. Et il est fantastique. Il n'y a rien à redire dans sa performance. Tout est parfait. Hein, vraiment un père chef d'armée, de guerre, Gladiator. Bref, Gladiator, il est vraiment parfait. Il a une présence, il a un charisme. C'est assez folle dans le film.
très émouvant, très... on peut s'identifier assez facilement au personnage de Maximus, notamment voilà, sur la trahison, sur l'amour qu'on peut apporter à une personne, etc. Enfin, à une famille, enfin, à un être très cher en tout cas. Le sacrifice aussi derrière, à la fin, l'envie, voilà, l'envie de mourir aussi, voilà, enfin, de rejoindre ses êtres proches pour un monde meilleur. Bon, voilà, il est fantastique, émouvant à souhait, vraiment. Si je donne une raison d'aller voir si je donne une raison d'aller voir ce film, c'est déjà de voir la performance de Russell Crowe qui est fantastique. La deuxième raison et la troisième raison, c'est de un, la performance de Joaquin Phoenix avec le personnage de Commode, qui est un antagoniste exceptionnel que j'adore particulièrement. Le problème, c'est qu'on a dit qu'on en parlera à la fin, mais je sens qu'on va être obligé de faire des apartés sur Gladiator 2 à chaque fois. Oui. J'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé sympa, le personnage de Denzel Washington, mais les gens qui disent que, je sais même plus comment il s'appelle, que le personnage de Denzel Washington est un meilleur ou au moins un aussi bon méchant que Commode, non. Vous êtes fous. Non. Voilà. Denzel est bon dans son rôle, c'est le meilleur personnage du film. Ça, il n'y a pas à tortiller dans Gladiator 2, ça, je suis très d'accord. Mais il est à des années-lumière de ce que Joaquin Phoenix a fait avec le personnage de Commode, un personnage totalement détestable, mais dont on peut un peu relativiser et le comprendre, même si c'est une enflure monstrueuse. Si on se met dans sa place, on peut le comprendre aussi. C'est un personnage où on peut... c'est un personnage où on peut comprendre un petit peu ses faits et gestes. Hein, voilà, l'amour qu'il porte à son père, hein, l'empereur, qui le renie complètement, qui préférait avoir Maximus comme fils, ou même sa fille, hein, bien sûr, qu'il aurait préféré voir comme une César, Lucilla. Tu peux comprendre après la haine qu'il peut avoir, mais en même temps, c'est de l'amour qu'il a envers son père pour dire, voilà, je peux reprendre le flambeau assez facilement, mais il a une vision qui est complètement obscurcie par la haine, par justement le pouvoir, la corruption, par toute la politique en fait, hein, tout est résumé. Tout est résumé. Comme il le résume extrêmement bien dans cette scène qui est déchirante, quand il comprend qu'il sera pas empereur et qu'il dit à son père, tu m'as écrit une lettre sur toutes les vertus, et j'ai lu cette lettre et j'ai compris que j'en avais aucune. Et là, il se met à énumérer les pires vertus possibles, l'ambition, le pouvoir, voilà. Et c'est non, vraiment, les gens qui disent que Commode est le méchant du 2 sont non, vous êtes fous. Oh oui, vous êtes fous, hein, vous êtes les fous du bus, hein, vous pensez comme ça. Moi, je vous le dis tout de suite, je ne vous comprends pas. Cette scène à la fin où il a juste dit Maximus. Voilà, juste ce silence, quoi, c'est ça. Rien que voilà, l'alchimie, la dualité qu'ils ont, il y a aucune scène qui arrive à la cheville de la relation que les deux ont dans le 2. Ah non. Et non, Commode, oh là là, quel personnage de dingue. Ah oui, le fils légitime avec le fils que l'empereur aurait aimé avoir, dualité qui marche mais fantastiquement bien dans le film. Et Joaquin Phoenix, il est parfait dans ce rôle. Il devient de plus en... Au début, on le voit comme ce petit gamin fragile, un peu, fils à papa, tu vois, qui est vraiment dans le confort. Mais plus on avance, plus il devient complètement fou. On le sent, on le voit, on le sent marqué. À la fin, il est complètement fou. Mais c'est pas dans le sens où, il pète un câble, tu sais, il exprime, tu vois, non, tout est intériorisé, tu vois. Le personnage de Commode est très intériorisé, mais on le voit. Il a peur. Il a peur, c'est ça. Je m'efforce quand je cite de citer en VF, parce que forcément j'ai les langues en anglais qui me viennent. Mais voilà, quand il dit à Maximus, est-ce que tu crois que j'ai peur ? Je pense, il lui répond, je pense que tu as eu peur toute ta vie. Et cette phrase, elle est d'une justesse absolue. Et quand on cause, le personnage est fou. Il est fou et il a peur, et c'est vrai que tu comprends aussi, t'as presque de l'empathie pour lui, parce que t'as de la peine pour cette personne-là, quoi, qui a rien, et tout ce qu'il a, il le prend par la terreur et le pouvoir. Et pareil quand même, quand il provoque Maximus, en lui disant on m'a dit que telle chose était arrivée à ton fils, telle chose était arrivée à ta femme, mais là t'as envie qu'il meure dans la seconde, quoi. Ah non, mais l'acting de Joaquin Phoenix à ce moment-là. Non, mais les deux sont extraordinaire, vraiment. Joaquin Phoenix, c'est vraiment le personnage où t'as envie à chaque fois qu'il meure. La relation avec Lucilla,
ces approchements, on va dire, voilà, tu sens vraiment que le personnage, j'ai envie de dire, mais quelle sombre merde, quoi. T'as pas envie de le supporter, il le joue à merveille, il est fantastique. Il y a rien à dire à ce niveau-là. Toute la partie politique qui est magnifique aussi, où voilà, il essaie d'amadouer justement le peuple avec les jeux, bien sûr. Ça, on aurait pu s'en passer, mais non, tout est précisé, tout est bien expliqué. Ouais. C'est vraiment un politicien qui sait de quoi il parle et tout, mais le personnage de Commode est à égalité avec celui de Maximus. Voilà, sont les deux plus belles merveilles du film. Et tant mieux, c'est vos deux personnages principaux. Donc au final, bravo. Ouais. Mais j'avais dit aussi qu'il y avait une troisième raison, et c'est quand même Richard Harris en tant que Marc Aurèle. Parce que je trouve que, et ça va faire un petit bond à ma prochaine question, la scène où Maximus a son entretien avec Marc Aurèle au tout début du film est la meilleure scène du film pour moi. C'est ma scène préférée du film, où Maximus parle avec Marc Aurèle justement d'abord de façon assez pro, de façon entre soldats et empereur. Voilà, il me parle de la mission, de la conquête, etc. Mais à un moment, on switch, et là, on voit un tout autre visage de Marc Aurèle, bien sûr, le paternel. Il parle d'homme à homme, comme il le dit, et Maximus dans cette scène. Presque de père à fils. De père à fils, il le dit quasiment. Voilà, il aurait dit que, voilà, il aurait aimé que ce soit lui qui prenne le pouvoir. Tout est résumé pendant 6 minutes. La gloire de Rome. Qu'est-ce qu'il a donné à la gloire de Rome ? Comment il va être retenu aussi en tant qu'empereur ? Est-ce qu'il a été un tyran, un génie, un conquérant ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Est-ce qu'il a réussi à marquer son empreinte de ce que voulait être Rome ? Il veut aussi connaître la vision de Maximus de Rome. Qu'est-ce qu'elle doit être ? Tout est magnifique. Et Richard Harris en tant que Marc Aurèle, mais c'est tellement logique, extraordinaire. Tout est bien précisé pendant 6 minutes où voilà, ça parle, ça dialogue juste entre les deux. Mais pour mettre le contexte, tout est expliqué en 6 minutes au chrono. L'envie de Marc Aurèle, que ce soit Maximus qui prenne le pouvoir, qui ne voudrait pas que ça soit Commode, parce qu'il connaît justement les différents vices que peut avoir son fils. Bah oui, il dit ce n'est pas un homme de morale, quoi. Et Rome a besoin de retrouver sa moralité. Exactement. Et c'est pour ça que c'est pour moi ma scène préférée du film. Quelle est d'ailleurs ta scène préférée du film ? Ah bon, c'est quand il retire son masque, quand il juste après, pour moi, la meilleure scène d'action du film, donc, juste après le combat où ils reproduisent le combat contre les barbares. Donc ouais, c'est là pareil, je me répète, mais le leadership de Maximus, le calme, le charisme, comment ils retournent un combat qu'ils sont censés perdre d'avance, parce que dans le contexte c'est ça, c'est eux, ils vont à leur mort. Parce qu'ils vont reproduire ils reproduisent, pour le contexte, pour ceux qui n'ont pas vu le film ou qui l'ont oublié, ils reproduisent historiquement un combat, et le camp de Maximus incarne ceux qui perdent ce combat, donc ils sont censés mourir. Mais grâce à Maximus et à son expérience, ils s'en sortent, et Commode descend directement dans l'arène pour le saluer et pour connaître son nom. Il y a d'ailleurs un détail qui est extrêmement intéressant, mais quand Lucius court derrière Commode pour assister à cet échange, Commode s'en sert comme bouclier au cas où les choses tourneraient mal. Je sais pas si tu as relevé le détail. Si, t'inquiète pas que je l'ai bien relevé. Et donc voilà, quand Maximus lui tourne le dos et refuse de lui donner son nom, Commode lui ordonne de retirer son casque et de se présenter. Et c'est là qu'on a pour moi l'un des monologues les plus incroyables de l'histoire du cinéma, l'un des actings de Joaquin Phoenix les plus incroyables de sa carrière, la musique, la dramaturgie qui fonctionne vachement bien, oh putain, je suis dans la merde, absolument légendaire. Non, pour moi cette scène est absolument parfaite. Scène iconique, scène extraordinaire. Ouais. T'as tout résumé, c'est clair que c'est une scène que tout le monde la connaît. Elle fait partie des scènes cultes de l'histoire du cinéma aujourd'hui. Le Maximus Decimus, je pense que tout le monde le connaît. Tout le monde connaît l'impact de cette scène et elle est extraordinaire. Et t'as tout très bien résumé. C'est tout l'acting, la face complètement choquée de Commode.
tout est parfait, hein, on peut pas dire mieux. Ouais. Et c'est vrai que la scène d'avant de combat est la meilleure du film. Parce qu'elle est très, comme tu l'as très bien dit, elle est très stratégique. On voit toute l'expérience en tant que général des armées de Maximus et tout est bien, tout est fantastiquement bien montré. Ça dure quelques minutes et ça en fait pas tout un pataquès, n'est-ce pas, Gladiator 2 ? Mais c'est sobre, mais à la fois c'est très efficace et c'est ce qui marche en fait. Et on a compris en fait toutes les intentions de la scène d'action dans cette scène. C'est pas une scène d'action pour une scène d'action. On comprend le message qui est coincé derrière. Voilà, c'est Maximus, grâce à son expérience, permet justement à ses troupes de pouvoir réussir là où normalement les gladiateurs devraient être amenés en pâture, hein, bien sûr. Hein, c'est le but des jeux, hein, on rappelle, hein, amener des gens en pâture, c'est le principe des jeux. C'est donner du sang pour la gloire de Rome. Donc, c'est une scène qui est fantastique, qui est trop bien faite. Hein, voilà. Donc, bien sûr, voilà, fallait quand même qu'on parle un petit peu de cette scène. Bien sûr, on n'allait pas la snobber, tout comme la scène de fin. Et ça, on va y revenir pour un autre point, et ben, que je pense qu'on va en parler tout de suite, c'est quand même la musique de Hans Zimmer. Alors la musique de Hans Zimmer, alors c'est pas la première fois qu'on en parle, on en a parlé avec Sophie Artworks sur Interstellar. Bon, on connaît le talent de Hans Zimmer. Est-ce que c'est son meilleur album, sa meilleure composition, Gladiator ? C'est une question assez compliquée qu'on peut se poser. Ah bah pour moi, c'est pour moi une question c'est une question impossible. Enfin, on parle quand même du mec qui a fait Gladiator, qui a fait Pirates des Caraïbes, qui a fait la musique, qui a fait Interstellar, qui a fait Interstellar, qui fait Dune. En ce moment, Dune, pour moi, là, c'est l'une des meilleures bandes son que vous pouvez voir au cinéma actuellement, quoi. Qui a fait Man of Steel, qui a fait toute la trilogie Snyder. Qui a même essayé de sauver des catastrophes, tu vois, avec X-Men Dark Phoenix par exemple. La seule bonne chose de cette horreur, c'est la bande son de Hans Zimmer. Tu vois, chez Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, les films sont bons, mais voilà, pareil, la musique de Hans Zimmer, c'est le Roi Lion. C'est pas un peintre, ce petit Hans Zimmer, mais non, c'est clair que la musique de Hans Zimmer fait aussi beaucoup dans le succès du film, notamment un titre que je vais peut-être mettre en fond d'ailleurs, Now We Are Free, la musique de fin, j'ai les frissons. Voilà, je ne peux rien dire. Rien qu'à dire le titre de la musique, j'ai déjà des frissons. Donc déjà, il y a un problème. Il y a un problème déjà à ce niveau-là. Qu'est-ce qui nous a fait le Hans Zimmer, quoi, en signant là une composition qui est fantastique, qui est extraordinaire de la part de Hans Zimmer, voilà, sur Gladiator, mais j'ai pas les mots en fait de comment. Non, c'est trop beau. C'est trop fort. Même les scènes du début où la progénie par exemple, ou la bataille, voilà, par exemple, c'est les noms des OST de Gladiator, où voilà, elles sont vraiment pixel perfect dans ce qu'elle présente, dans ce qu'elle veut montrer, dans les intentions dont elles veulent. Et bien sûr, voilà, on a l'apothéose avec le Now We Are Free, avec cette musique qui revient de temps en temps, hein, dans une façon beaucoup plus basse, dans des tonalités beaucoup plus basses, hein, beaucoup plus calmes, hein, bien sûr, avec le chant de blé, hein, bon, une autre scène encore mythique, hein, voilà. Bon, elle a beaucoup de scènes cultes, hein, Gladiator. Si vous n'étiez pas au courant, la main dans les champs de blé, voilà. C'est la. Vous avez vu dans le film, les gens qui ont pu regarder Fatal ou merde, dans quoi d'autre? Il y a tellement de films où c'était repris, je sais pas pourquoi, c'est à Fatal que j'ai pensé en premier. Non, Hans Zimmer, c'est pareil, pareil, je suis désolé pour Gladiator 2 qui va encore s'en prendre plein la gueule, mais la musique de Harry George Johnson Williams, c'est ça, Harry Gregson Williams, quelque chose comme ça. Mais elle arrive même pas à l'orteil, enfin, il y a rien. Mais pour moi, les moments musicaux qui fonctionnent dans Gladiator 2, c'était la musique de Hans Zimmer. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La seule bonne musique de Gladiator 2, c'est le Now We Are Free, qui est de retour. Et même là elle est utilisée d'une façon. En fait, elle est utilisée vraiment, genre quand tu sens, pareil, elle est utilisée à quel moment? Quand Lucilia demande à Lucius de s'enfuir,
En fait, tu sens que c'est le moment tire-larme pour vous avez vu, ah, c'est lui, c'est Lucius, allez surveiller la musique, comme ça on Fin de service, les gars, fin de service. Voilà. C'est vraiment le même de Once Upon pas de Once Upon a Time in Hollywood, le même le loup de Wall Street, là, il dit DiCaprio, je l'ai. Hop, je l'ai, les gars. Je crois que je l'ai, les gars. Non, mais c'est assez triste, hein, mais voilà. Mais Hans Zimmer, il a quand même laissé une marque indélébile quand même avec Gladiator 1. C'est une sonorité très, dans le mot, je vais dire très crépusculaire, parce que c'est assez, ça a des tonalités assez chaudes, hein, très très chaudes en tout cas, voilà, qui représentent assez bien l'Italie, avec aussi, voilà, hein, cet aspect très doré, hein, dans sa façon de filmer. Normal, on est dans la romantique, c'est représenté assez souvent comme ça, notamment avec voilà cette dominance de jaune, d'orangé, et la musique qui derrière voilà accentue cet effet-là, hein, cet effet un peu golden hour que j'appelle assez souvent, qui marche à merveille et qui justement ajoute encore plus cet effet-là de grandiose en fait que ce film avait déjà en fait. Donc bravo Hans Zimmer, bravo pour avoir encore fait une musique légendaire. Bon, il en a l'habitude. Pas la première fois, c'est pas la dernière fois qu'il va nous proposer ça. Hein. Comme je l'ai dit, un des plus grands compositeurs de tous les temps, le meilleur compositeur de l'ère moderne en tout cas, ça c'est quasiment sûr à ce niveau-là. Pour moi, bon, il y a Danny Elfman, mais ça c'est plus subjectif. J'adore Danny Elfman. Mais Hans Zimmer quand même, ils sont quelques-uns encore. Oui, voilà. Il y en a un qui commence à se frayer un petit bonhomme de chemin qui est très 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 sympathique. Si tu as vu The Batman, je pense que tu l'as vu. Oui, bien sûr. Mais Michael Giacchino, Michael Giacchino, il faut que je revoie, mais je crois que je sais plus ce qu'il avait fait comme autre musique. Mais c'était pas incroyable. Je sais que dans The Batman, c'est vraiment très très bon. Hein. Il y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a fait les Star Trek que j'ai beaucoup aimé, La Planète des Singes, la dernière trilogie, les derniers films, c'est lui. Ah oui, c'est vrai, il a fait Ratatouille. Il a fait Zootopie, Doctor Strange, Rogue One. Enfin ouais, il a fait quand même, je trouve, des très très grands films. Enfin, il a fait plusieurs films du MCU. Il a fait le Doctor Strange, il a fait le dernier Thor, par exemple. Il a fait la trilogie Spider-Man. Bon, ça c'est pas des trucs. Bon, on va s'en souvenir. Mais voilà. Mais il peut avoir des. En fait, c'est moins consistant de la part de Michael Giacchino. Il peut faire des merveilles comme Ratatouille, comme The Batman, comme Coco aussi. Voilà, bon, il peut être vraiment excellent, mais je le trouve un peu moins consistant que Hans Zimmer qui lui... Ah oui, bien sûr, non, mais voilà, je pense que c'est quand même c'est quelqu'un à surveiller. Il peut amener son petit grain de sel. Alors moi, je pense qu'en tant que nouveau compositeur, il y a quand même Justin Hurwitz ou Ludwig Göransson qui, je pense, vont être plus haut que ça, vont exploser, mais... Enfin, bon, Justin Hurwitz déjà un petit peu, mais Ludwig Göransson, je pense que lui il va taper très très fort dans les prochaines années. C'est un peu le nouveau Zimmer, hein, avec Nolan, hein, il est parti pour le prochain film. Justement, le prochain péplum de Nolan, justement, faut qu'on en parle, de l'Odyssée. Hein, voilà, donc oui. Bon, il a déjà amené 45% des stars hollywoodiennes dans son film. C'est là, de toute façon, Nolan, on va pas, petite parenthèse Nolan, au-delà du fait que je trouve que c'est un réalisateur absolument extraordinaire, il a parmi les meilleurs castings du cinéma à chaque fois. Babylone, c'est un monstre de star talent, enfin star talent. C'est un monstre de stars ce film, même Inception, The Dark Knight. Enfin, quand t'arrives à voir Michael Caine en Alfred Pennyworth. Voilà, c'est quand même ça, c'est cool. Mais bon, voilà, petit aparté, on n'a pas grand-chose à dire sur la musique de Hans Zimmer, hein, c'est toujours une sans faute. Hein, c'est 20 sur 20, rien à dire, le jury est très très fort, bravo mon cher Hans Zimmer. Hans Zimmer, que je vois à l'Accor Arena à la fin de l'année. Oh, le bâtard. Oh, aïe. Qu'est-ce que j'aurais aimé le voir Hans Zimmer un jour. Bon, déjà, j'aimerais bien le voir déjà Danny Elfman avant Hans Zimmer, mais bon, quand même, ça me fait un peu cher en soi. Mais bon, voilà, c'est une musique fantastique de Hans Zimmer qui est fantastique. On peut aussi parler du jeu des couleurs aussi, hein, qui sont
mine de rien assez présente, notamment à l'arrivée de Commode à Rome. Hein. C'est très bleu, c'est très gris, c'est très morne, c'est très morne justement parce qu'on ramène la guerre à Rome et les après-coups de la guerre, hein, parce que tout le début du film n'est absolument pas dans la même veine que va être le reste du film. Hein. C'est très bleu, c'est très gris. Voilà, on représente les Germaniques assez froids, assez bleutés. On ramène justement cette guerre dans la Rome et ensuite progressivement. Petit à petit, hein, justement, et j'aime beaucoup cet effet-là, ça arrive progressivement, notamment lors de l'évasion de Maximus. Hein, on passe justement de cet aspect bleuté, gris, et progressivement, grâce à des effets assez plus cool, justement, avec les ombres des montagnes, justement, pour arriver jusqu'à la prairie italienne qui devient justement orangée à ce moment-là. Je trouve que c'est quand même assez bien fait. À ce niveau-là, bon, par contre, je sais pas combien de temps il a mis pour aller jusqu'à chez lui. Il y a quand même une petite trotte à faire. C'est un peu ma seule interrogation. Combien de temps il a mis pour arriver jusqu'à sa famille, quoi. Donc, on sait pas. Après, on sait qu'il est blessé. Je pense qu'il trace. Après, on sait pas déjà quelle distance sont prêts au moment de son exécution. Où est-ce qu'ils l'ont emmené pour l'exécuter. Oui, voilà. On peut penser que ça s'étale, que son voyage s'étale sur 2 jours. Oui, peut-être, ou un peu plus, ou un peu plus, ou un peu moins, mais non, peut-être pas un peu moins, mais un peu plus quand même. Mais je trouve, voilà, cet effet-là de transition de couleur est assez bien amené et assez intelligente à ce niveau-là. On passe pas du coq à l'âne directement. Et c'est pour ça justement, et on va d'abord voir Commode arriver à Rome devant le Sénat, etc., où il devient le nouvel empereur, et on a toujours cet aspect gris bleuté, et après on va voir Maximus s'évader et avoir cette transition là, et après toute la dominante du film sera orange et jaune. Donc ça, je voulais mettre un petit point là-dessus parce que je trouve que c'était assez important d'en parler, parce que c'est quand même assez intelligemment fait. Voilà. Oui, non, mais c'est ça. C'est des petits. Il y a une vraie. Voilà, c'est des petits détails qui font la grandeur d'un film. Et il faut quand même parler de ce détail-là qui fait... Mais au cinéma, aucun détail n'est insignifiant. C'est ça qui est très important de souligner. Mm-hmm. C'est pour ça que, par exemple, moi, quand je rate sur quelque chose et qu'on me dit, oui, mais toi, c'est parce que t'aimes ça, tu vois les détails. Oui, parce que chaque détail est important au cinéma. Tu peux pas inventer quelque chose. Si quelque chose apparaît dans ton film, c'est soit, alors pour le coup, quand c'est un film fait à la va-vite, par exemple, on va dire au hasard chez Disney. Au hasard. Non, mais c'est du hasard. Attention, les gars, c'est du hasard. Hein. Il l'a pris au hasard. Voilà. T'as pas fait attention, ou alors, quand t'es quelqu'un, quand tu t'appelles Damien Chazelle, quand tu t'appelles Andy Murphy, quand tu t'appelles Christopher Nolan, ou n'importe quel réalisateur, on va dire juste compétent et qui aime son métier, rien à l'image est là involontairement. Voilà. Et dans Gladiator, la colorimétrie, elle est travaillée, elle est cohérente, parce que une colorimétrie, ça raconte une histoire, ça raconte quelque chose, et ça raconte ce que le réalisateur veut raconter. Et un petit point quand même positif pour Gladiator 2, la colorimétrie est magnifique. Elle est cool, voilà. Elle est sympathique, et ben justement, on va enfin parler, là on a parlé depuis tout à l'heure de Gladiator 2, on va faire quand même un petit aparté Gladiator 2, et de pourquoi, pour moi, Gladiator 2 détruit tout ce que Gladiator 1 a construit. Tout le mythe qui a été Gladiator 1 a été complètement détruit pour moi dans Gladiator 2. Je ne comprends pas les gens qui disent que ce film est plutôt... est très bon en tout cas, ou même excellent. Je ne comprends pas, parce que bon... Non, mais il est passable. J'ai passé un bon moment devant, autant que divertissement de cinéma. Le problème, c'est que scénaristiquement, je trouve que c'est une catastrophe. Non, mais scénaristiquement parlant, ce film n'a pas de sens. Déjà, pour le point principal, Lucius égale fils de Maximus, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'avais pas fait de coup de gueule au moment où ça sortit, parce que j'avais d'autres choses à faire, mais je vais faire ce coup de gueule maintenant. Les gens qui disent que le scénario est logique de Gladiator 2, ça ne va pas la tête. Vous n'avez pas vu le premier film. Lucius ne peut pas être le fils de Maximus. Ça a été précisé, dit dans le premier film. J'ai les notes, j'ai les timecodes, d'accord ? J'ai les timecodes. Lucilla qui parle à Maximus, hein, donc Lucilla, la mère de Lucius, qui dit... Mon fils aura 8 ans. Mon fils va avoir 8 ans, tout comme le mien, et qui dit « Je suis désolé pour ton mari. Je suis désolé pour ton mari. Oui, il est mort. Oui, on sait que son mari est mort, mais c'est bien son mari qui
qui est bien le père de Lucius. Il le dit lui-même, le père de Lucius. Lucilla dit que c'est bien le père de Lucius. Pourquoi changer ça ? Même, alors, avant que beaucoup de gens me viennent me dire « Oui, mais la scène où ils s'embrassent entre Lucilla et Maximus », vous allez me dire « Ok, j'ai regardé les commentaires audio. » Parce que c'est très important. Hein. Ça, il faut souligner. Hein, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler aussi du fait... Ayez des formats physiques, parce que j'ai aussi bien sûr le DVD Gladiator, faut pas déconner. Dans les commentaires audio, Ridley Scott le dit lui-même, il n'y a jamais rien eu entre les deux. C'est une tension qui s'est installée, mais qui doit rester unique. Donc cette embrassade est unique, mais c'est pas du tout une scène comme il l'a prévu, que c'était une relation secrète. Il l'a dit lui-même. Oui, bien sûr. Le réalisateur le dit lui-même. Hein, je peux pas le dire mieux que ça. Et Ridley Scott lui-même détruit ça dans son deuxième film. Ça m'a rendu fou de voir ça. Alors, bon, c'est pas mal. Alors, c'est bon. Je pense que c'est peut-être lui qui a eu l'idée. Je sais pas, parce que c'est David Scarpa à l'écriture de Gladiator 2. C'est lui qui a créé Napoléon. Donc, moi, déjà, quand j'ai vu ça, j'ai su que le film était foutu. Enfin, non, après, non, c'est pas parce que t'écris un mauvais film que t'écris. Voilà, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Ça arrive, tout le monde. En fait, le truc, c'est que, voilà, si t'as pas vu les commentaires du réalisateur, à la limite, tu peux te dire, ok, Maximus a une liaison avec Lucilia, elle est tombée enceinte, voilà, il y a eu, voilà, on va dire que, voilà, on peut dire que, voilà, il y a Lucius et le fils de Maximus avaient 10-11 mois d'écart, allez, bref. À la limite, voilà. Mais tu peux pas dire dans Gladiator 2 que Maximus savait que Lucius est son fils. Non, voilà. Je suis prêt à accepter que Lucius, voilà, c'est le fils de Maximus, mais qu'il n'en savait absolument rien. Mais qu'on me dise dans le 2, ton père t'aimait, ces derniers mots ont été pour toi, mais non, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais quoi ? Mais vous avez vu le film ? Vous savez ce qu'il a dit, ces derniers mots ? Ces derniers mots étaient... juste, voilà. Pour sa femme. Va retrouver ta famille. Va retrouver ta famille. Et lui, il dit, et Maximus, il dit, je vais les rejoindre. Point. Bordel. C'est pas compliqué. Et puis en plus, vraiment le fond de ce qui fait que Lucius a été exilé. Alors pareil, on voit pourquoi, parce qu'à la fin, Maximus quand même se sacrifie pour que le rêve de Marc Aurèle prenne vie. Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'elle l'exile 30 secondes après la mort de Comore et pourquoi est-ce qu'elle après justement. Voilà. Si Commode meurt, justement, Lucius reprend le pouvoir et c'était réglé. Et on amène des jumeaux par la suite qu'on ne sait même pas d'où ils viennent. Hein, ils viennent de nulle part. Pouc, ils viennent comme ça. Ça n'a pas de sens. Et voilà, donc en plus, ce qui est terrible, c'est que le fond de ce qu'aurait pu être Gladiator 2, il est là. C'est à la limite, Lucius qui a été exilé par sa mère, mais alors, juste, le film aurait dû prendre 2 minutes de plus pour nous expliquer. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des raisons logiques. C'est vrai que politique, Rome a des ennemis, Lucius est très jeune, peut-être qu'elle ne voulut pas lui faire courir le risque d'être empereur aussi jeune et que elle préférait l'éloigner des guerres et de tout. Ok, je peux comprendre. Et juste il a été tellement inspiré par le parcours de Maximus qu'il a décidé de revenir et de se battre. Voilà, juste ça aurait été bien. Sauf et là, l'héritage de Maximus aurait été plus cohérent, déjà, parce que là, c'est juste... Maximus, finalement, on s'en fout, quoi. On s'en fout. Il est cité par sa mère au bord de l'âme, oui, ton père t'aimait, mais t'as l'impression que Lucius, finalement, il s'en fout de Maximus. Il voit juste son armure, il est en mode, ouais, super, mais on s'en fout, quoi. Alors que, quand même, si on remarque Lucius, quand même, Maximus, pour lui, c'est quand même une source d'inspiration, quand même, dans le premier. Ah oui, parce que voilà, c'est... Alors que, enfin, je critique beaucoup Gladiator 2 pour le scénario, parce que, j'insiste, il y a quand même des scènes qui fonctionnent, il y a des scènes qui marchent. Quand il plante l'épée, dans le sable, pour faire comme Maximus, ça c'est une scène qui est belle. C'est là qu'on a une vraie connexion avec l'héritage du personnage. Après voilà, c'est un peu du fanservice, en quelque sorte, à ce niveau-là. Voilà, on reproduit les mêmes scènes. Ouais. En plus, les flashbacks derrière, qu'est-ce qu'on n'en avait pas besoin, des flashbacks, on pouvait bien deviner nous-mêmes. Mais il a fallu qu'ils remettent des flashbacks derrière pour que les gens comprennent. Je pense pas que c'était nécessaire. De plus, reprendre à peu près, au grand mot, la trame du premier film, c'est quand même... c'est un remake. Ça, quand même, il y avait quand même beaucoup de choses à raconter
qui aurait pu être raconté. Déjà, rien que l'aspect politique a été quasiment snobé, alors que dans le premier, c'est quand même une grosse partie quand même du film, hein, notamment pour, avec Commode, justement, comment garder la popularité avec les habitants de Rome, la corruption du Sénat, l'aspect très politisé du Sénat. D'ailleurs, dans la version longue, on a parlé de la version longue, mais dans la version longue, on détaille encore plus cet aspect politique qui est vraiment une partie qui... Je pense qu'il était assez nécessaire de l'enlever parce que c'est très bien comme elle a été présentée dans le film de base, mais la version longue rajoute des aspects encore plus politiques qui sont vraiment très très bien, et on remarque encore plus l'aspect intelligent de Commode dans l'aspect politique, garder la main surtout et éviter des coups d'état, une rébellion du peuple romain. Dans le 2, on a vite fait un truc politique avec les jumeaux, etc., les rébellions, etc. Mais c'est tellement moins bien fait dans le sens où déjà... Oui, en fait, ça sert juste à montrer pas la corruption, la manipulation du personnage de Denzel Washington. J'ai quand même retrouvé son nom parce que j'en ai marre de l'appeler le personnage de Denzel Washington. Moi aussi, je l'ai pas là. Je vais essayer de le trouver, mais c'est quoi son nom? C'est... Oh, ça m'énerve de pas l'avoir. Macrinus, voilà. Macrinus. Personnage de Macrinus, en effet. Ouais, donc voilà, c'est vraiment le seul truc qui était qui aurait pu être intéressant politiquement. Pour moi, c'est quelque chose qui venait avec le meilleur personnage de la série, donc Acacius, Pedro Pascal, exceptionnel. Parce que Pedro Pascal, c'est un dieu. Je trouve que, tu vois, Pedro Pascal dans ce film, il est accessoire, presque. Et moi, je le trouve très accessoire dans le film, hein. Il a un rôle qui devrait être un rôle à la Maximus, mais qui au final tombe très vite à plat. Qui aurait pu, c'est ça. Et le fait, il est extrêmement sous-utilisé. Hein. Et c'est ça, mais alors que pourtant c'est le meilleur personnage du film parce que c'est le seul. Ça aurait pu de très loin être le plus intéressant, c'est-à-dire il combat, mais il en a marre parce qu'il en a marre de combattre pour des tyrans. Et finalement, non, il sert juste une quête de vengeance nulle. Non, mais nulle parce qu'à aucun moment, déjà, voilà, entre la mort de Maximus, entre la mort des enfants de Maximus et Lucius qui perd sa femme, à aucun moment t'as l'impression qu'ils vivent le deuil. Enfin, tu sens vraiment à quel point Maximus il est anéanti par la perte de sa famille. Lucius, il a perdu sa femme. Ok. Bon. Tu sens, voilà, alors que j'adore Paul Mescal, je trouve que pareil. Paul Mescal est un excellent acteur, mais bon, là, pour une entrée dans un film à très gros budget, dans un blockbuster, je trouve que c'est assez manqué, malheureusement. Il est super, hein. Afterson, allez voir ce film, s'il vous plaît. Mais malheureusement, son entrée en matière en termes de blockbuster, je le trouve un peu raté. Il est un peu plus fade que ce qu'il propose d'habitude. Ouais, mais je pense que c'est son personnage qui est... Lucius, enfin, là, dans ce film, il est vénère tout le temps, il fait la gueule. Alors que pourtant, voilà, il y a des moments où il sourit un petit peu, tu vois, il déconne, et puis bon, bah là, c'est sympa, mais il est, après, ouais, bon, ouais, il est bestial, là, il assure le taf, mais c'est juste le personnage qui est raté. Et puis, on va peut-être parler de la mort de... On en parle ou pas? Je m'arrête avant pour savoir si tu m'autorises à en parler. Ah, tu peux si tu veux on en parle de la mort de Lucilia. Genre une flèche, va mon fils. Fin du film, on la voit plus. Il y a même pas une. Alors que Lucilla, c'est quand même le seul personnage qu'on revoit dans le deuxième film. Il y a même pas. Ah non, il y a Dracus. Oui, c'est vrai, il y a Dracus. Dans un plan même pas cadré, super vite. Genre, on respecte même pas les anciens personnages qui sont là. Bon, voilà. Bon, bref, vous voyez maintenant ce que j'en pense du Gladiator 2. Hein, Alors d'ailleurs, je suis sûr, alors petit détail, on sait que Djimon Hounsou, pareil, un acteur sous-coté que je trouve extraordinaire, qui se plaint d'être cantonné toujours en rôle secondaire alors qu'il mériterait vraiment d'avoir un rôle en tête d'affiche. Djimon Hounsou devait réapparaître dans Gladiator 2, et finalement pour des conflits d'emploi du temps, ça n'a pas été le cas. Et ben je suis sûr et certain que c'est son rôle, comment il s'appelle le médecin Ravi? Ouais, c'est Ravi, ouais, c'est le médecin Ravi. C'est un ancien gladiateur qui est devenu médecin. Ça devait être lui, hein. Ça devait être lui, hein. Ouais, je suis sûr que ça devait être lui à la base. Non, mais au début je pensais, mais c'est lui, mais il a changé, quoi. Non. Donc je suis sûr que c'est un rôle qui a été écrit pour le Jumba, et comme l'acteur n'était pas disponible, ils ont changé, ils ont un petit peu changé l'écriture pour que ce soit un personnage qui était arrivé après Maximus. Alors qu'en réalité, ça aurait été tellement logique que ça soit lui, quoi. Mais non. Ouais, bah là c'est vraiment conflit d'emploi du temps. Donc bon, là, on n'y peut rien, malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage à ce niveau-là. Donc voilà, vous savez un petit peu mon avis sur Gladiator 2, vous savez aussi l'avis. Donc notre avis en tout cas sur Gladiator 2, bon.
Voilà, il y avait gros sur la patente. Mais il y a un dernier point que je voulais en parler, quand on a parlé au tout début, c'est cet aspect, un dernier concept que tu fais en ce moment, VO et VF. Et ça aussi, je veux en parler de la VO et VF, parce que je trouve que pas mal de gens, enfin, une partie des gens quand même discréditent un peu la VF, alors que je trouve déjà que la VF Thor Gladiator est extraordinaire. Je la trouve magnifique. Vraiment, je la trouve meilleure que la VO. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y a plus de choses intéressantes à analyser en VF qu'en VO dans Gladiator. Pourquoi ? Parce que le français est une langue qui se rapproche énormément du latin de base. Hein. C'est un petit peu son ancêtre, hein, parce qu'on rappelle que le latin est dérivé de ça, et le français s'inspire un petit peu du latin. Alors que l'anglais n'est absolument pas connoté avec le latin. Ce qui fait qu'il y a pas mal de tournures de phrases qui sont beaucoup plus justes et beaucoup plus intéressantes à analyser en français qu'en anglais, qui justement simplifie les dialogues de temps en temps. Et ça, j'ai pu faire la comparaison entre la VO et la VF, et il y a quand même pas mal de petites scènes qui n'ont pas une grande importance, mine de rien, mais qui ajoute plus de caractère au personnage avec le français, qui est une langue beaucoup plus riche et qui permet justement d'avoir beaucoup plus de nuances dans les personnages, notamment dans le personnage de Commode, qui est un peu plus manipulateur, et on le sent un petit peu plus mesquin dans la VF, dans le sens où il amène des petites piques par-ci et par-là qui sont beaucoup plus subtiles que l'anglais ne le fait pas dans sa prestation. On a aussi, je vais reparler de cette scène là, le tout début, le dialogue entre Maximus et Marc Aurèle, où mine de rien, pour parler de Commode, on n'emploie pas les mêmes significations. Hein. On dit tout de suite que, en anglais, on dit tout de suite que voilà, Commode n'est absolument pas la personne, et c'est une personne mauvaise, c'est une personne mauvaise. Alors qu'en VF, on est beaucoup plus sur une personne de morale, qui n'est pas, c'est pas une personne qui est foncièrement mauvaise de base, mais qui moralement peut avoir des aspects beaucoup plus mauvaises, notamment sur des aspects tels que l'orgueil, le pouvoir, etc. Et donc c'est pour ça que il y a des aspects plus intéressants à analyser dans la VF, parce que c'est un peu plus subtil que la VO, notamment grâce au fait que le français a des racines beaucoup plus latines, et qui du coup peuvent peut-être s'en inspirer justement pour agrémenter un peu plus le film à ce niveau-là que l'anglais ne pouvait pas. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut mettre des fois au crédit la VF pour des petites parties comme ça qui peuvent rajouter des petits aspects intéressants. Mais vas-y. Alors là où je suis, là où je suis d'accord, et il y a un point sur lequel je suis pas d'accord du tout. Pour moi, une VF ne peut pas être supérieure à une VO. Elle peut être très qualitative et très différente. Et pour moi, c'est ça dans Gladiator. Mais la VO, en fait, c'est le souhait du réalisateur. C'est le souhait du réalisateur et de ses équipes, donc forcément, c'est les acteurs, c'est le son. Par exemple, moi aussi, un problème que j'ai avec une VF, et de plus en plus aujourd'hui, après, c'est peut-être moi qui suis très attentif au son. C'est le mixage. Hein. J'entends le studio de doublage derrière. Ça, je suis assez d'accord. Le mixage, quand même, n'est pas fantastique. Surtout, je trouve, aujourd'hui. Je suis assez d'accord là-dessus. Ah oui, c'est pour ça. Et là où je te rejoins. Avant, on était quand même beaucoup plus sur... il y avait plus de temps à ce niveau-là pour travailler. Aujourd'hui, ils sont quand même sur le rush. Voilà, je te rejoins. Mais pour Gladiator, quand même, non. Il n'y a pas vraiment ce problème de mixage. Hein. Je le trouve ça. Pour Gladiator, ouais. Mais là, je te rejoins sur Gladiator. Et globalement, même, Pirates des Caraïbes, par exemple, toi, quand tu regardes les Pirates des Caraïbes ou les anciens films, les VF des films d'époque, alors pour moi, elles arriveront jamais à la cheville d'une VO, mais elles sont quand même très très bonnes. Après, pour Gladiator, on a Marc Alphos, extraordinaire doubleur qui nous a quittés malheureusement. On a Bruno Coel pour Common, donc voilà, Bruno Coel qui est la voix de Johnny Depp, qui est Obi-Wan Kenobi. Si vous jouez aux jeux vidéo, c'est la voix française de Nathan Drake. Marc Coel, voilà, pareil, Marc Casso qui était un extraordinaire doubleur. Donc, et c'est surtout, voilà, comme tu l'as si bien dit, c'était une époque où les doubleurs avaient plus d'une semaine pour traduire et doubler un film. Et surtout, alors, je trouve que vraiment, là, pour moi, la VF, c'est devenu abominable. Aujourd'hui, c'est pour les séries télé. Voilà, je trouve que les séries télé en VF, maintenant, elles sont toutes catastrophiques. Mais Gladiator, la VF de Gladiator est géniale. La VF du Seigneur des Anneaux est géniale.
Voilà, j'insiste, je le répète, voilà, toujours infiniment inférieur ou très différente de la VO. Que voilà, les dialogues sont pas les mêmes, comme tu as dit, voilà. Excuse-moi, les dialogues sont pas les mêmes, donc forcément ça change la nature des personnages, ça change leur attitude. Voilà, Commode qui est plus mesquin, qui est peut-être même plus imprévisible, plus fou en version française, alors que le Commode de Joaquin Phoenix. Et voilà, en fait, j'ai envie de dire qu'il y a deux Commodes. Il y a le Commode de Bruno Coel et le Commode de Joaquin Phoenix. Tu vois, c'est finalement deux personnages très différents. Ah oui, bien sûr. Et donc voilà, la VF de Gladiator, j'ai vu le film en version française pendant 20 ans, hein, tu vois, j'ai adoré. Je pense que même là, aujourd'hui, même en ayant vraiment la VO, c'est un film que je pourrais, je pense, réécouter en VF sans trop de difficulté. Par contre, alors qu'un film de 2024 ou 2025, je peux pas. Mais c'est pas que je peux pas, parce que je fais mon puriste, la VO, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je ne peux physiquement plus regarder un film ou une série en VF parce que la synchronisation labiale, je la trouve de plus en plus catastrophique, que j'entends le mixage son, en fait, j'entends le vide du studio. Ah non mais t'inquiète pas, moi aussi qui travaille souvent avec le son, c'est vrai que le mixage audio aujourd'hui est vraiment pas le même qu'il a été il y a 20 ans. Ça s'entend, tu sens vraiment que c'est rushé, tu sens qu'il y a pas vraiment de temps qui est mis à l'œuvre, tu le sens. C'est clair que malheureusement, j'aimerais bien... Enfin, bon, moi je regarde des choses en VO ou en VF selon mes envies, hein. Moi c'est comme ça, hein. Je fais pas selon des critères autres que ça, ou juste avec la sonorité de la voix, hein. Des fois voilà, il y a des voix que je préfère en VF, que je préfère regarder en VF, d'autres qui sont en VO et que je regarde en VO. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, même si j'aime bien une voix en VF, ou un doubleur que j'adore en VF, ça va être plus compliqué pour moi de l'écouter à cause du mixage audio qui vraiment ne rend pas honneur au doubleur, et parce que du fait justement des deadlines, des rushs qui sont catastrophiques, aussi du fait de plus en plus que les studios cachent énormément ce qui est montré à l'écran justement pour éviter les leaks, ce qui fait que les personnages, les doubleurs n'arrivent moins du coup à s'imprégner parfaitement du personnage, parce ils voient juste la bouche et ils doivent repliquer ça. Oui, c'est ça, donc c'est impossible. C'est pas possible de travailler dans ces conditions-là pour proposer une bonne VF. Et dernier point, et toi voilà pareil, ce que tu disais tout à l'heure, Gladiator 1, la version, mais comme beaucoup d'anciens films, la VF a pris du temps aussi pour traduire le film et à localiser le film en France, soit en faisant pas forcément des références, mais en ajustant les dialogues pour qu'ils soient plus percutants en français, alors qu'aujourd'hui, il y a des erreurs de traduction énorme dans les films, et parce que tout simplement les équipes n'ont plus le temps de réfléchir à une vraie bonne traduction. Donc ça donne quelque chose de finalement soit complètement littéral, sauf que d'un pays à l'autre ça fonctionne pas, ou soit c'est quelque chose de fait à la va-vite et du coup ça fonctionne encore moins bien. C'est ça le problème, c'est pas du tout que... Pour moi, hein, le débat VO-VF est un peu stérile à mon goût, hein, dans le sens où voilà, tout le monde peut aimer soit une VO, soit une VF. Elles ont toutes les deux une approche différente, hein. La VO, voilà, pour l'aspect plus, voilà, on arrive à comprendre l'intention de l'acting derrière. La VF plus la VF plus dans la compréhension des messages qui sont à travers derrière, parce que bon, les personnes ne connaissent pas l'anglais, donc du coup ils peuvent directement écouter en VF, donc c'est aussi une très bonne chose de s'imprégner aussi là-dessus, de comprendre une histoire assez facilement sans trop de problèmes. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de la VF, tout comme on a besoin de la VO. Pour moi, il faut les deux, de toute façon, moi je l'ai toujours dit, et c'est deux médias que moi je prends du plaisir à regarder, et voilà, ça dépend de mon humeur. Voilà, moi je suis pas tout blanc ou tout noir, voilà, je suis... Ah non, bien sûr, alors, moi, pour répondre à ça, et peut-être que si, parce que parfois c'est vrai que je peux être assez crude dans mes stories, je peux avoir l'impression de donner mon avis de façon très très péremptoire, et c'est quelque chose sur laquelle je travaille, et que c'est vrai que j'ai du mal à faire des efforts là-dessus, mais j'essaye, donc si je peux profiter pour essayer de donner un avis là vraiment en direct, mon principal combat, moi, contre la VF entre guillemets, c'est juste que j'aimerais qu'il y ait au moins 50-50 de VF-VO en salle. Et je trouve que c'est pas du tout le cas en France du tout. La VF est encore très majoritaire et je trouve pas ça normal. Et la deuxième chose, moi vraiment j'ai aucun problème avec ceux qui regardent en version française. Le vrai souci que j'ai, c'est que quand on regarde en version française et qu'on me dit j'ai vu ce film, j'ai pas aimé, il est nul, en sachant que une VF modifie les dialogues,
l'acting, le rythme, donc le caractère des personnages, l'histoire et en fait même l'œuvre de manière générale, ça me gêne qu'on dise qu'on a vu l'œuvre alors qu'on l'a vu en VF. Alors que pour moi, si t'aimes pas quelque chose, donne quand même une chance à la VO pour être sûr que c'est pas la VF le problème. Voilà. Très bien dit en tout cas. Donc sur ces belles paroles, on va conclure un petit peu ce débat VO-VF, voilà, qui s'est un petit peu immiscé là-dessus, mais je voulais quand même parler de la VF de Gladiator dans tous les cas, parce que c'est une VF qu'il faut quand même écouter, voilà, qui est vraiment excellente, hein, qui a des comédiens de doublage qui sont vraiment extraordinaires dans ce film, on les a un peu cités. Donc voilà, est-ce que tu as d'autres petits points à rajouter sur Gladiator, ou est-ce que tu as fait le tour aussi Eh ben écoute, me concernant, non, je pense qu'on a fait le tour. Sur Gladiator, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Sur Gladiator 2, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère qu'on n'aura pas de Gladiator 3. Oh non. Si tu sais, oh non. tu sais. Non. J'ai vu ça, j'ai vu l'info. Pour ceux qui savent pas, il y aurait un troisième Gladiator qui serait peut-être en développement. Après, sachant qu'entre-temps, il a déjà un western de prévu, qu'il aimerait bien terminer la trilogie Alien qu'il a amorcée avec Prometheus et Covenant. Donc, il faut qu'il se dépêche, s'ils veulent. Fais ces autres trucs-là, laisse Gladiator dormir, s'il te plaît. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, on va passer maintenant au jeu. Eh oui, le jeu, la partie du jeu. Les gens aiment bien les jeux en général. Et là, aujourd'hui, on va retrouver Bellamy, le jeu des affinités. Alors, ça fait un bout de temps qu'on n'avait plus joué au jeu des affinités. Il n'y aura qu'une question de jeu des affinités cette fois-ci, puisque l'autre question sera sur un tout autre jeu. Combien de collaborations ont eu Ridley Scott et Hans Zimmer, hein, le compositeur bien sûr, de Gladiator, et on compte Gladiator dedans, dans combien de films ils ont collaboré ensemble? Est-ce que tu peux me les donner? Alors, tac, là, en fait, là, je suis en train de me refaire la liste dans la tête de tous les films de Ridley Scott. Alors, d'accord, bon, déjà, au moins, on sait que... Bon, Gladiator est compté dedans, donc tu peux mettre déjà un, voilà, on y a sait pas de Gladiator, problème. moi, j'allais être un peu taquin et te dire, on sait que c'est pas Gladiator 2. Non, voilà, on sait que c'est pas Gladiator 2, ça, on le sait, oui. Non, alors, écoute, tac. Alors, il me semble que Black Rain, c'est Hans Zimmer. Oui, tout à fait, Black Rain fait partie. Tac. En fait, je crois qu'Hans Zimmer fait carrément tous les films, parce que je sais que La Chute du Faucon Noir, c'est Hans Zimmer aussi. Bande-annonce, bande-son absolument extraordinaire aussi. Kingdom of Heaven, il me semble que c'est pas lui. Non, c'est pas de lui. C'est pas de lui. Tac. Il y a un film que je... Napoléon, c'est pas lui non plus. Gucci, c'est pas lui. Hannibal. Oui, il fait partie. Il fait partie de la Et il me liste. semble que c'est tout. Ah non, peut-être Robin des Bois. Non, pas Robin des Bois. Non, pas de Robin des Bois. Robin des Bois, c'est Marc quelque chose. Donc t'en valides quoi? T'en valides 4 du coup? C'est ça que tu veux? Parce qu'il y a Black Rain, Gladiator, Hannibal et La Chute du Faucon Noir. Toi, t'en vois 4. Ouais. Tac, parce que les aliens, c'est pas Hans Zimmer, ni Prometheus, ni Covenant, c'est pas lui. Ouais, j'en valide 4. Eh ben, c'était 7 collaborations. Ah, ok. Les 4 sont bons, bien sûr, mais il te manquait Thelma et Louise. Thelma et Louise, La Lame de Fond, avant Gladiator. Puis, et enfin, en dernier, on a Les Associés, qui était leur toute dernière collaboration en 2003. Voilà, 7 collaborations quand même, c'est un beau chiffre, hein, mais pas plus que Nolan. Je crois, non, c'est le même nombre de collaborations avec Nolan, je crois. Et il faudrait que je revoie. Je crois que c'est le même nombre. Nolan, il a les 3 Dark Knight, il a Inception, Oppenheimer, c'est pas lui. Ceux qui ont vu l'épisode, ceux qui ont écouté l'épisode avec Sophie Arthur, qu'on a parlé de cette collaboration Nolan et Hans Zimmer, bah dites-le moi. Hein, voilà combien c'était au final dans les commentaires. Mais je crois que c'était 7 aussi. Hein. Je crois que c'était 7. Ok, ça va. Bah là, j'étais en train de me le faire dans ma tête. Mais en fait, je suis en train de me demander ce que j'ai vu tous les Nolan. Il me semble qu'il m'en manque un, mais je sais pas lequel. Ah. Enfin bref. Bref, on n'est pas là pour parler de Nolan. Mais voilà, quand même cette collaboration, c'est quand même une belle collaboration entre Ridley Scott et Hans Zimmer. Mais ça fait quand même plus de 20 ans qu'ils n'ont plus collaboré. Hein. J'aurais
Ouais. On peut penser que qu'ils allaient collaborer à les années 2010 avec Alien ou avec Napoléon, etc. Non. Ils ont arrêté avec les associés. Mais c'était quand même une belle collaboration, en tout cas, avec les deux. Ensuite, deuxième question. Mais là, on passe au jeu des impostures. Alors, le jeu des impostures, c'est très simple. C'est un ou une actrice qui aurait pu remplacer l'acteur qui a joué dans le film. Et là, dans le cas précis, c'est notre cher ami Russell Crowe. Il aurait pu avoir un visage totalement différent dans le film. Lequel est-il ? Qui était pressenti déjà pour se glisser dans la peau de Maximus ? Alors, attends, là, du coup, c'est moi qui dois... tu dois trouver dire quel acteur j'aurais bien vu, ou je dois dire quel acteur aurait été... Alors déjà, tu peux te poser la question de quel... On va faire comme ça. Quel acteur t'aurais aimé voir aussi dans le rôle de Russell Crowe ? Et ensuite, me donner l'acteur qui aurait pu prendre sa place. Parce que alors, je sais que c'est, pour le coup, la réponse je l'ai, je crois que c'est Mel Gibson qui était prévu exactement, pour être... tout à fait, c'est exactement ça, bravo. Bonne réponse, c'est bien Mel Gibson qui aurait pu prendre sa place à Russell Crowe, mais qui aurait pu voir dans le rôle de Russell Crowe ? Sinon, alors, peut-être que je t'ai dit bêtise, mais il me semble qu'il était pressenti aussi. Et je pense que Jude Law, ça aurait été, après c'est parce qu'il a la tête un peu proche de... Ils ont un peu la même tête, mais je pense que Jude Law aurait fait un très bon Maximus. Jude Law, ça aurait pu être pas mal. Si par exemple, on prend une réalité alternative, hein, on va parler aussi de ton autre film préféré, Le Seigneur des Anneaux. On rappelle que Russell Crowe aurait pu être dans le Seigneur des Anneaux. Il était pressenti avant, pour le rôle de Aragorn, avant, je n'ai plus son nom. Pourquoi je l'ai plus ? Viggo Mortensen. Merci, Viggo Mortensen, de jouer le rôle de Aragorn, mais il a refusé parce qu'il s'est dit, bon, je m'en fous. Quelle idée de merde, hein, Russell. Mais bon, il a fait Gladiator, donc on s'en fout. Mais si Russell Crowe avait pris le rôle d'Aragorn, t'aurais peut-être pu voir du coup quelqu'un pour jouer le rôle de Maximus, Jude Law. C'est pas déconnant en soi. Moi, je suis assez... C'est vrai qu'on aurait pu le voir dans ce rôle, ça aurait pu être un mais est-ce que Jude Law aurait fait l'improvisation du baiser sur les pieds ? On ne sait pas. Ça, on ne sait pas, mais on n'est pas dans cette réalité-là, fort heureusement. Parce que j'aime beaucoup cette réalité-là. Voilà, moi aussi, on a gagné au change. Hein, Viggo Mortensen en Aragorn, Russell Crowe en tant que Maximus, je pense qu'on a tout bien gagné. Mel Gibson aurait plutôt été sympa aussi dans le rôle, même si, bon, il a joué dans Braveheart 5 ans avant et c'était aussi excellent, mais bon, il était un peu trop vieux, Mel Gibson, pour jouer dans le rôle. C'est pour ça aussi qu'il a un peu refusé. Je préfère, même si Russell Crowe est quand même visiblement quelqu'un d'assez imbu de lui-même, je préfère avoir un Russell Crowe en Maximus qu'un Mel Gibson. Russell Crowe est peut-être moins problématique, on va dire. Alors en 2000, Mel Gibson était peut-être moins problématique qu'aujourd'hui, mais bon. Oui. Je veux dire par rapport si on prend du recul aujourd'hui, pour l'aura du film, ça aura peut-être pas été la même. C'est vrai que pour l'aura du film, elle est quand même plus intacte aujourd'hui avec Russell Crowe que si elle aurait été avec Mel Gibson. Mais voilà, en tout cas voilà, bravo, bonne réponse en tout cas de Mel Gibson qui aurait pu prendre le rôle de Russell Crowe, mais voilà. Et c'est tout pour les jeux, voilà, tout simplement. Dernière petite... Et puis alors, je te dise, connaissant un petit peu les deux, comment ils fonctionnent, surtout à cette époque-là, je suis pas sûr que Mel Gibson et Joaquin Phoenix, ça aurait été l'entente parfaite. Ah, on aurait une vraie bagarre entre les deux ? Ouais, je suis pas sûr qu'ils s'entendent, tu vois, que ce soit deux personnes qui soient faites pour travailler ensemble, surtout devant la caméra. Ça aurait pu... Alors qu'on sait qu'avec Russell Crowe, ils ont vraiment, pour le coup, partagé vraiment une vraie amitié. Bah, tiens, en parlant de ça, tu fais très bien d'en parler, parce que c'est un petit point que j'ai oublié d'en parler. C'est vrai qu'en parlant d'acteurs qui ont pu avoir des frictions, on va dire, ou des amitiés, on a bien sûr Russell Crowe et Joaquin Phoenix, ça s'est plutôt bien passé. Surtout avec Russell Crowe et Richard Harris, qui sont devenus très amis, malheureusement avant la mort de Richard Harris 2 ans après. Il y a aussi eu des frictions entre acteurs, notamment entre Russell Crowe et Oliver Reed, qui joue le rôle de Proximo, donc celui qui joue le marchand d'esclaves. Hein, c'est un peu le Macrinus du premier film, voilà, hein, pour ceux qui savent. Hein. Voilà, Proximo. Oliver Reed est décédé pendant le tournage. Il est décédé pendant le tournage. Ils ont d'ailleurs utilisé des techniques de CGI pour finir ces scènes, mais il n'est pas que connu pour ça, il est aussi connu pour détester Russell Crowe, et Russell Crowe, c'est aussi mutuel, hein, ils se détestaient, et Oliver Reed a même proposé un jour dans le tournage
de fighter, faire un octogone complètement avec Russell Crowe. Offre qui a été déclinée, que Russell Crowe a refusé, mais Reed en avait tellement marre de Russell Crowe et qu'il ne pouvait plus le saquer que il était prêt à se taper dessus. Voilà. Pour te dire que l'ambiance était un peu drôle s'ils étaient dans le Colisée. Ça aurait pu être très drôle avec toutes les équipes qui étaient dans le Colisée qui regardaient ça et ça aurait pu être très drôle. Malheureusement, on n'a pas eu ce combat. Ouais, non, et puis ils ont une très belle. Ça se voit pas à l'image. Au moins, c'est ça qui est beau, c'est que ça se voit pas à l'image. Ah, c'est ça, c'est le métier d'acteur. Hein. On peut aussi parler de Magma Fury Road, Tom Hardy et Charlize Theron. Bon, ils se haient, c'est clair et net. Mais bon, ils ont réussi à coexister dans le film. Donc pour que ça se voit pas trop, on va dire. Mais bon, ça c'est encore autre chose. On va peut-être faire un épisode hors série sur les différents fights entre différents acteurs dans des tournages. Ça peut être très très drôle. Je me donne des idées comme ça. Enfin, dernière question, tranquille. Est-ce que tu as des produits dérivés en rapport avec Gladiator ? Bon, tu nous as indiqué le DVD, mais est-ce que tu as autre chose ? Écoute, je ne crois pas. Je regarde en même temps, j'ai même pas de poster. Non, j'ai rien, j'ai juste vraiment le film et le 4K. Le 4K, oui, c'est quand même pas mal. Ouais, non, pour le coup, j'ai absolument rien d'autre. J'ai un glaive, mais bon, un glaive, ça c'est plus, je l'ai plus pris par rapport à Spartacus. Non, j'ai rien du tout. Eh ben, très bien. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai le petit poster, voilà, de Gladiator. Il traîne dans le coin. Il est là, je le vois, il est là. Il traînait dans le petit coin, il est là, je le vois. Il est magnifique, il est tout beau. Et bien sûr, le DVD, très bien. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec les commentaires audio. C'est très important, les DVD, prenez-en. Oui, bien sûr. Pour ces petits aspects-là, historiques, c'est toujours assez intéressant. En ce moment, je suis en train de me battre pas mal de films en commentaires audio, notamment mes Spider-Man. Je les remate tous en commentaires audio. Eux, par contre, ils ont blindé les commentaires audio. Je peux vous assurer que le jour où il y aura le podcast où je parlerai de mon film préféré, Spider-Man 2, on rappelle, le podcast peut durer 4h30. Mais bref, ça risque d'être très... On peut ajouter un petit mot d'ailleurs pour encourager les gens déjà à aller en salle et surtout vraiment à acheter s'ils le peuvent. Soutenir le format physique, qu'il s'agisse des films et du jeu vidéo, parce que voilà, c'est extrêmement important. Les bonus sont quand même très conséquents, surtout pour les coffrets un petit peu collector. Il y en a certains qui sont très abordables et qui sont vraiment magnifiques avec beaucoup de contenu supplémentaire. Qu'il s'agisse du film entier avec commentaires du réalisateur, de scènes coupées, pas mal d'interviews, de making of, donc. Vraiment, alors que c'est des choses qu'on ne retrouve pas en louant son film ou en l'achetant en digital. Voilà, par exemple, on est tous les deux dans le même cas. Très récemment, j'ai acheté le coffret collector des 70 ans des 7 samouraïs, tout comme toi d'ailleurs. On est deux. On est deux, j'avais vu en story, on est deux, qui est extraordinaire parce que il vous donne le film, il vous donne... accès à des making-of, etc., à un petit documentaire, à une petite analysation, mais il vous donne aussi un gros livre, plus de 300 pages, où dedans vous avez le script entier, la vision des personnages par le réalisateur, et c'est fantastique vraiment. C'est anecdotes de tournage, il y a des points de scénario qui sont rayés pour dire ça on l'a modifié au cours de tournage ou ça a été modifié avant. Après non, c'est ça c'est un truc extraordinaire et qu'il faut avoir et ça permet aussi de comprendre comment un film est fait en fait, et c'est tout ce qu'on demande en fait quand t'as un produit, un DVD ou un Blu-ray qui permet justement de voir en fait comment est fait un film. Et c'est aussi assez important de soutenir ça, parce que sans ça on est un peu perdu, et de pas savoir comment on fait des films, aussi comment écrire un script, parce que c'est important. Ça me permet d'apprendre des choses aussi. Donc voilà, c'est pas mal de petits points à ce niveau-là qui sont assez importants. Donc vive le format physique. Voilà, acheter les formats physiques, c'est important. L'argument le plus important, c'est que Internet n'est pas éternel. Bon, l'électricité non plus, tu me diras. Mais un DVD n'a pas besoin de connexion pour fonctionner. Donc voilà. Tout simplement. Donc voilà. C'est sur ces derniers mots
sur le physique que l'on va se quitter et nous laisser tout simplement. En tout cas, c'était un excellent épisode. Merci beaucoup en tout cas d'être venu et d'avoir participé à travers le projecteur. On a fait quand même 1h40 de record pur, ce qui est quand même pas mal. Donc on aura des choses à faire. Donc merci beaucoup en tout cas. Vous pouvez bien sûr le retrouver sur Instagram, le chant du film bien sûr, sur pas mal de différents reels bien sûr, voilà, et vous pouvez aussi me retrouver, on peut te retrouver d'ailleurs aussi sur TikTok, je crois. Hein, si je me sur TikTok, et si vous aimez un petit peu les jeux vidéo, alors maintenant le chant du film va quand même devenir aussi pas mal jeux vidéo, parce que c'est ma plus grande passion, peut-être même devant le cinéma. Et si par contre vous voulez suivre un petit peu plus les actualités JV et ce que je pense de l'actualité JV, vous pouvez me suivre sur X. Ah, voilà. Intéressant. Et ben voilà, on mettra aussi le lien de X dans la description, que vous retrouvez dans les différentes plateformes d'écoute. Bien sûr, n'hésitez surtout pas aussi à mettre des commentaires, à noter cet épisode du podcast sur toutes les différentes plateformes d'écoute, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur Deezer. Mettez aussi pas mal de commentaires pour me dire si l'épisode vous a plu. Argumentez aussi sur les différents points qu'on a évoqués, et c'est très important aussi pour moi de lire et d'écouter aussi ce que vous proposez. C'est un truc que j'aime énormément. Et aussi, suivez-moi sur Instagram, Ciné2Ga. Vous pouvez retrouver ma belle et douce voix en critique audio, mais pas que, puisque me suis aussi lancé récemment dans les Reels, notamment en répondant à des questions que vous m'avez posées sur l'Instagram, qui me permettent justement de faire pas mal de petites vidéos Reels qui sont vraiment des vidéos que j'aime bien les faire, tout simplement. Ça me permet d'être plus décontracté, de parler des choses. Là, voilà, la dernière vidéo qui est sortie, c'est où est-ce que je me mets dans une salle de cinéma, ma place idéale pour une place de cinéma. Je vous donne tous les tips, tous les meilleurs endroits, études scientifiques extrêmement importantes, voilà, je vous donne toutes les petites infos. J'ai fait aussi d'autres épisodes sur la VO et la VF, qu'est-ce que j'en pense, sur qu'est-ce que j'en pense aussi de James Cameron, est-ce qu'il a révolutionné le cinéma, etc. Pas mal de petits points, le film qui m'a le plus marqué, voilà, je vous donne pas mal de petits exemples. Si vous voulez me donner aussi des petites questions que vous voulez que vous posez, que vous voulez aussi que je réponde en vidéo, bah envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur TikTok, ou en commentaire, tout simplement, de la dernière vidéo, et je pourrais vous y répondre en vidéo. Ça prendra un peu de temps, parce que là j'ai quand même une banque de questions là qui est venue là hier, qui est assez conséquente, et dont certains quand même vous êtes bâtards sur les questions, donc ça va me faire un peu chier de les de faire ces réponses. En tout cas, merci beaucoup le chant du film d'être venu, et en tout cas on se retrouve pour un nouvel épisode à travers le projecteur dans 2 semaines. Bien sûr, le dimanche à midi, comme d'habitude, ça ne change strictement pas. Et aussi, chose très importante, nouveau podcast que j'ai lancé avec Love My Cinema. Il s'agit d'une autre que du carton du cinéma, un format beaucoup plus chill, beaucoup moins dans la réflexion, voilà, c'est beaucoup plus organique. Même celui-là aujourd'hui, on était quand même très dans la coolitude, dans la bonne façon de parler, mais il y a de l'improvisation pure dans les cartons du cinéma. On parle comme si on était avec des copains, tout simplement, sur pas mal de différents sujets du cinéma, voilà, que c'est d'actualité, etc. Donc c'est un format beaucoup plus fun, on va dire, même si, bon, à travers le projecteur, c'est quand même fun, hein, n'est-ce pas? J'espère en tout cas. Mais suivez aussi, voilà, les cartons du cinéma, disponibles sur Spotify, Deezer et Apple Podcast pour le moment. Voilà, pas de YouTube pour le moment, je pense pas que ça va être mis là, j'aimerais bien avoir un peu de temps à moi-même aussi. Enfin bref. L'instant pub est terminé, en tout cas voilà, on se retrouve dans 2 semaines, le dimanche à midi, pour un prochain épisode de À travers le projecteur, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, bye tout le monde. Salut.